Et puis, le sac, tu payes combien? 40. Chaque porteur touchera 15 € pour cette tâche. Maintenant qu'il se sent en sécurité, loin des miliciens, Joseph nous livre le fond de sa pensée. Les zones toujours dans lesquelles on retrouve cette matière, elle est souvent occupée par les étrangers et ça leur sert de financement. Oui. Disons que le problème prend deux aspects. Ça prend l'aspect politique et l'aspect économique. Aspect politique parce qu'il y a toujours l'étranger qui est sur le sol congolais et qui doit partir de ce sol-là pour rentrer chez lui. Mais entre-temps, ils sont en train de voler le produit congolais. Les étrangers s'enrichissent. Pas les Congolais. Pas les petits Congolais. Pour réussir à accéder à une mine, il nous faudra faire quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, dans une zone récemment reconquise par l'armée congolaise. 3 heures d'une mauvaise piste pour arriver sur un plateau. Des militaires congolais nous accompagnent. Ils sont censés protéger la mine des rebelles qui rôdent autour. La mine est en fait une carrière. Dans les galeries, des adolescents qui triment pour ça. You can. No, can't. But that's not right. No, not right. L'or noir du Congo, ce sont ces morceaux de roche collés à du calcaire. Tu sais à quoi ça sert le coltan? Là, on sait pas bien. On sait que c'est juste du minerai. Pas mal et tout. Tous les jeunes valides du village creusent la montagne. Ils n'ont pas le choix. La mine est leur gagne-pain. Tu as quel âge? Certains sont même des jeunes enfants. Comme dans une mine d'or, la terre est lavée plusieurs fois. Les grosses impuretés disparues, il restera un sable gris et des petits cailloux noirs. C'est ce coltan qui est convoité par les groupes armés. Il n'y a pas si longtemps, ils sont venus le voler, les armes à la main. Anatole, le chef du village, s'en souvient. Il y avait des groupes de milices, il y avait des FDLR qui venaient souvent attaquer ici à cause du coltan. Ils venaient quand les gens avaient au moins quelque chose, ils venaient piller et puis tuer aussi les gens. Et là aujourd'hui, le font plus. Oh, ils arrivent environ, ils viennent piller les vaches, les chèvres et comme ça. D'accord, mais là ils touchent plus au coltan. Non, non, ils n'arrivent pas ici parce qu'ici nous sommes bien sécurisés. La sécurité, ce sont eux. Une poignée de civils commandés par un soldat, pauvrement armés et rarement payés. Il leur arrive eux aussi de rançonner les mineurs. Le précieux minerai est, lui, chauffé, tamisé et soigneusement conservé avant d'être revendu à des marchands de brousse. Je peux payer 10 $ ici. Ça c'est 10 $? Oui. Un peu moins de 7 € pour le contenu de cette boîte de conserve. Plusieurs jours de travail pour le mineur. Faute de route, l'avion est le moyen le plus fréquent pour transporter le coltan vers les villes. L'aéroport de Bukavu est une des plaques tournantes du commerce du minerai dans la région. Les avions sont presque tous de vieux Antonov soviétiques. Ici, on n'aime pas beaucoup les curieux. Nous filmons en caméra cachée. Les appareils font des rotations quotidiennes avec les zones minières pour les approvisionner en vivres et en matériel. Nous embarquons avec l'un d'eux. Les salaires des pilotes sont élevés. Le vol est facturé 2000 € le voyage. Faire ces navettes est particulièrement dangereux. L'autre danger, ce sont les hommes armés qui pullulent dans la région.
arrivé de faire un demi-tour tout est l'eau Voilà la piste de Mulungu, 500 mètres de terre battue, un mouchoir de poche où personne ne se pose sans angoisse. Interdit de se rater, sinon l'avion termine dans les arbres. Sacs de farine, sucre, caisses de bière. Les vivres vont être vendus aux mineurs. Mais le... C'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Ah là 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 là. Et avec leur publicité de merde. Ah là 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 là. Non mais c'est incroyable ça. Est-ce qu'on a besoin de leur publicité de merde? Excusez-moi, il y avait leur publicité de merde. Voici la production d'une semaine. Les sacs ne sont pas très volumineux mais pèsent en moyenne 40 kilos. Le coltan est un des métaux les plus denses du monde. Hein? Combien de matière? Moi, c'est 829 kilos. Dans cet avion, on embarque pour près de 60 000 € de minerais. Les lots sont enregistrés sur un document d'expédition très lapidaire. Il ne mentionne que la quantité et le destinataire, pas l'origine du produit. À Mulungu, il ne se pose qu'un avion tous les 10 jours. Sans lui, le village serait complètement isolé du monde. Depuis 1960, ici, il n'y a pas de route. 1960 60, il n'y a pas de camions et pas d'autres choses. C'est à pied seulement et on transporte à dos aussi. Il faut combien de jours pour aller à Bukavu? C'est une semaine presque. Voilà, c'est notre bureau. C'est par ici, il y a l'appareil, le tour de contrôle. Ah, très bien. Voilà. Ça, c'est un tour de contrôle. Oui. C'est le tour de contrôle. L'installation est plutôt sommaire, comme le matériel. C'est le métier VHF, servant de tour de contrôle. Ça nous aide pour permettre aux pilotes d'atterrir sans difficulté. La radio sert toujours à prévenir les pilotes si des rebelles ont investi la zone. Depuis 1994, la région n'a jamais connu la paix. Beaucoup de morts ici, par exemple, il ne manque pas de trains. Pour rallier la ville. Retour à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, dans la cathédrale de la ville. Ici, on vient écouter un homme, l'abbé Jean Bosco, un apôtre de la théologie de la libération, un homme en première ligne pour dénoncer le coltan du sang. Ça vous arrive de manquer des ressources naturelles? Justement. C'est cela qui nous crée des misères ici. Comment voulez-vous? C'est comme si le Seigneur, en nous donnant ses ressources, il nous a piégés parce que les autres viennent les chercher ici. Et au lieu d'améliorer notre vie, il la rend beaucoup plus malheureuse. Avec Jean Bosco, l'office est une fête. Chaque fidèle attend un seul moment, le sermon de l'abbé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec moi aussi. J'en ai besoin autant que vous. Pourquoi notre pays ne fonctionne pas bien? C'est parce que beaucoup de gens ici, ils veulent jouir avant d'avoir travaillé. C'est ça la tricherie, c'est ça la corruption. Ils sont prêts à se vendre à l'étranger et on crée la guerre au Congo. Et on donne des armes aux Hutus et aux Tutsis. Battez-vous, bêtes que vous êtes. Et on leur donne des armes. Bam, 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 ils se battent. Et pendant ce temps, le coltan est récolté. Coltan, or, diamant. Vous avez vu mon geste? L'abbé est populaire dans la ville. Son cri d'alarme s'est trouvé un écho chez les plus misérables. Voilà.
puis on organise la guerre pour pouvoir assurer le pillage. Mais je le dis, pour l'Occident, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que l'Occident gagnerait beaucoup mieux, non pas par cette économie de prédation, il gagnerait mieux en aidant le Congo à décoller. Les richesses du Congo serviraient mieux au monde que dans cette situation de prédation. Il faut donc que les États occidentaux revoient ce système et contrôlent les trafiquants, et les autres pirates de temps moderne qui sont en train d'organiser les guerres ici. La meilleure alliée de l'abbé, c'est cette femme, Christine Descriver-Schuller. C'est la fille d'un planteur belge et d'une cueilleuse de thé congolaise. Elle dirige aujourd'hui une association d'aide aux femmes victimes de la violence. Elle dénonce les fameux rebelles rwandais qui contrôlent les mines. Ces femmes sont des miraculées. Elles viennent tout juste d'échapper aux griffes de leurs tortionnaires Hutus. Toutes ont été violées à de multiples reprises par les hommes de ces groupes rebelles. Cécile était une jeune fille de 16 ans. On était venu la kidnapper dans son village. Cécile, on l'a emportée pendant 1 an et demi dans la forêt où elle servait d'esclave sexuelle. Et un jour, elle a réussi à fuir avec sa grossesse. Et voyez le petit produit du viol. C'est la petite Sylvie. On a pris ma mère et mes 2 frères. Mes 2 frères ont allé faire l'exploitation des mines là. Il y avait des mines de coltan. Vous avez travaillé de la mine? Non, c'était des soldats. Ils étaient pris comme des esclaves pour aller travailler là. Et une fois tu es fatigué, on te donne les serments et la vie se termine comme ça. Soit ils vous brûlaient vivant, soit ils vous découpaient à la machette, soit au couteau. Et si vous aviez de la chance, ils vous tiraient une balle dans la tête. C'est dommage qu'elle ne parle pas français. Oui, ils ont beaucoup de mines, beaucoup. Et il y a des gens qui viennent ici en ville, qui les apportent de l'argent là-bas. Ils les donnent des mines. Puis aussi, ils viennent ici en ville pour vendre ici. Dans une région où l'horreur est partout, Christine est souvent leur seul recours. Chaque mois, elle donne 10 $, 7 € à chacune d'entre elles. Une somme importante ici. Voilà. Ce que les femmes par pudeur n'avouent pas, Christine ose le dire. Le viol ici est une arme de destruction massive. Il faudrait créer de nouveaux mots pour qualifier ces viols, parce qu'on a des femmes qui nous arrivent et qui disent si seulement ils nous passaient dessus, même à 40, infection ou pas, on n'en parle pas. Mais les femmes sont complètement démontées, détruites. Il y a des viols rituels sur les bébés, les très vieilles femmes, donc personne n'est épargné, même sur les garçons. Il y a aussi des viols qui sont accompagnés d'une telle violence pour détruire, c'est comme pour détruire le moteur de la société qui est la femme. Parce qu'on ne nous fait plus, pardonnez-moi, le plaisir de nous violer normalement. On nous introduit des baïonnettes, des bâtons, des plastiques chauds. Et il y a aussi ces viols pour, justement, à cause de cette exploitation minière, tous ces gens, tous ces hommes qui travaillent ont des besoins. Donc ils vont se servir sur la population et ils prennent les femmes, les enfants, les filles pour satisfaire leurs besoins. L'abbé Jean Bosco, lui, répertorie ses crimes pour que peut-être un jour les tortionnaires... Est-ce que vous qui aimez Félix Tshisekedi, ça a coupé ma vidéo, ça a coupé la vidéo. Oh là 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 là. Bon, il y en a marre et il y en a marre. Je reprends. Ma vidéo, elle était coupée, je reprends une grande partie de ma vidéo. Bon, vous qui aimez Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a des vidéos où ce qu'on parle des viols? Est-ce qu'il y a des vidéos? Il n'y a pas. Donc, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, la RDC doit être secourue. La RDC doit être libérée. Coûte que coûte. Et oui, ma vidéo a été coupée parce que la bande des cafards, des multinationales 666, n'aime pas la vérité. La vérité les dérange. Mais est-ce que la vérité, moi, elle doit rester cachée? Non.
je dois parler des pillages immenses qui se déroulent en RDC. Oui, oui, pour stopper ce qui est atrocité, viol comme arme de guerre, destruction de plusieurs générations. On tue tellement en RDC. La vie n'a plus de sens. Est-ce que c'est normal? Non. Nous allons repartir dans ce reportage. Après, je mettrai autre chose. Voilà. Parce que moi, quand on me coupe, on me provoque de plus belle. Voilà. Et c'est parti. Soit traduit avant la justice divine, devant celle des hommes, pour leur barbarie qui dure aujourd'hui encore. Comment des êtres humains peuvent-ils s'en prendre à des enfants sans défense, à des femmes éventrées, des femmes enceintes, pilées des têtes d'enfants et égorgées à l'arme blanche, hein, des personnes sans défense. Ce qui entretient ces groupes armés, c'est le fait qu'ils peuvent accéder au capital. Ils peuvent accéder au capital grâce aux minerais qu'ils récoltent et qu'ils parviennent à vendre. Lorsque vous voyez de telles choses, vous vous demandez justement ceux qui leur achètent leurs minéraux ou les produits de leur rapine, est-ce qu'ils ont une conscience? Regardez ce qu'ils font. À Bukavu, le problème, c'est qu'argent et conscience ne font pas bon ménage. Ici, il n'y a pas de banque, pas d'industrie. Et pourtant, de nouvelles constructions fleurissent un peu partout. On les appelle les maisons coltans. En ville, les petites compagnies d'aviation sont légion. Comme les transporteurs et les transitaires spécialisés. Certains sont même français. L'hypocrisie est générale, tout le monde prospère sur le commerce du minerai. Janvier et Ézéchiel possèdent une agence de fret. Ils approvisionnent les mineurs en produits de première nécessité. Ça c'est du marchandise. Savon, allumettes, piles, etc. Donc, et c'est pour qui? C'est pour les clients. C'est qui les clients? Les clients, c'est les commerçants. Les commerçants. Voilà. Excusez-moi. Oh non, 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 non. C'est incroyable ça. Qui transporte les marchandises à l'intérieur. Ils ont même bricolé une radio pour communiquer avec leurs hommes qui vivent en brousse. En retour, ils assurent le transport du coltan et les autres minerais pour les gros commerçants de la ville. Ils en achètent aussi pour leur propre compte. Environ 70 € le kilo. C'est le prix du coltan à l'exportation. On fait les business. Les business. On profite une petite commission là. Qui fait le prix? C'est vous qui fait le prix. C'est les bazous, c'est les blancs qui font le prix. Marché mondial, c'est vous. C'est vous qui fabriquez ça. C'est vous qui fabriquez le téléphone. C'est vous. Je pense que c'est ça. Quant à savoir où va l'argent qu'ils payent aux producteurs de coltan, les deux compères préfèrent rester prudents. Si ça a été pour financer la rébellion, on ne sait pas. On peut faire une tourne. On ne sait pas si ça a été pour financer la rébellion. Pourtant, l'argent du coltan sert bien aujourd'hui à financer les guérillas à l'œuvre dans le pays. De l'autre côté du lac Kivu, nous rejoignons Goma, la capitale de la province voisine, le Nord Kivu. Elle aussi égorgée de minerais et en proie à une rébellion. Un volcan en activité, le Nyiragongo, surplombe la ville. Les traces de la dernière éruption en 2002 sont encore visibles, mais Goma est surtout menacée par un chef rebelle, le général Laurent Kunda. C'est un Congolais, mais de l'ethnie Tutsi,
en guerre contre le gouvernement du Congo. Il a affronté l'armée congolaise à plusieurs reprises, en 2004, 2006. Vous voyez comment les gens peuvent payer la nationalité? Un Rwandais, hein, né au Rwanda. Mais ils disent quoi? Ils disent de nationalité congolaise. Vous voyez? Donc, Hippolyte Kanambe a fait de la RDC un pays où les étrangers peuvent avoir la nationalité n'importe comment du Congo RDC. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ils ont fait la RDC la capitale des viols. Oui, car la femme, elle est vue comme arme de guerre à cause des Occidentaux. 666 de merde. La communauté internationale qui n'est que communauté du sang. Les enfoirés du merde. Les enfoirés de merde qui aiment violenter les femmes sexuellement et les enfants. Et empêcher les enfants qu'ils n'aillent pas à l'école. Voilà. Bon, nous allons regarder une autre vidéo sur le cobalt. Parce que cette vidéo que je fais ce direct d'aujourd'hui, c'est de parler vraiment du cobalt. Le coltan, oui, le coltan est un minerai, oui, qui sert à pas mal de choses, oui. Mais nous allons d'abord plus nous intéresser du cobalt. Parce que le cobalt est un minerai, vraiment qu'on n'en parle pas trop, mais le minerai qui sert vraiment à tout le système de boom, de technologie, même la médecine. Ils ont besoin du cobalt. Les appareils que les médecins opèrent les malades, il y a le cobalt. Tout est basé mais la RDC, tête d'oreiller. Hein? Ils devraient écrire sur des têtes d'oreiller grâce à la RDC. Parce que quand les gens dorment, ils doivent prier pour la RDC. Dire Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, bénis la RDC. Oui, parce que l'homme dort grâce à la RDC. Mais oui! On va regarder le cobalt, c'est important. Le cobalt. Donc ça c'est quoi ça d'abord? D'accord. On va un peu suivre cette vidéo. Une vidéo très intéressante avant de passer sur le cobalt. On va d'abord suivre cette vidéo-là. C'est important. Voilà. Le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les collines du Congo contiendraient pour 24 000 milliards de dollars d'or, de cobalt, de cassitérite ou de tungstène. Quasiment tous ces minerais sont indispensables à la fabrication de nos portables et nos tablettes et ils proviennent du Congo. Ces richesses font l'objet de guerres incessantes. Pour prendre le contrôle des exploitations, les milices obligent les enfants à travailler dans les mines. Chaque minute, une personne, adulte ou mineure, est violée dans ce pays. Cette situation dramatique, l'actrice américaine Robin Wright l'a découverte il y a 6 ans en rencontrant des victimes. Elles lui ont demandé de porter leur témoignage dans le monde entier. C'est pour cela qu'elle a réalisé le film que vous allez voir tout de suite, Congo, la guerre des minerais. Attention, certaines séquences pourraient heurter votre sensibilité.
Je le répète, le Congo est un pays très riche. On a beaucoup de minerais, mais le peuple n'en profite jamais. Au contraire, les Congolais en ont énormément souffert. On n'en a pas besoin. Si les autres pays veulent récupérer nos minerais, qu'ils viennent. Mais je me demande, doivent-ils vraiment tous nous massacrer pour les récupérer? La République démocratique du Congo regorge des minerais les plus précieux au monde. Mais au lieu d'enrichir le pays, la conquête des minerais congolais n'a fait qu'aggraver la pauvreté et l'exploitation et a financé au cours des 20 dernières années l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Les meurtres ont eu lieu un lundi, très tôt le matin. À 11h, ils étaient tous morts. J'ai tout vu de mes propres yeux. Un matin, alors qu'ils assistaient à la messe, les habitants de ce village ont été attaqués par un groupe armé, financé par l'exploitation des minerais dans la région. Ils ont commencé à tirer. Beaucoup sont morts. D'autres se sont échappés. Ce jour-là, plus de 600 personnes sont mortes. Ils ont exécuté le prêtre, puis ils ont violé les religieuses et les ont démembrées. Ils ont pris les religieuses et le prêtre et ils les ont tués. C'est ici qu'ils sont morts. Ils ont d'abord violé les religieuses, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec elles, et puis ils les ont poignardées. C'est par ce champ que beaucoup ont pris la fuite. Beaucoup de gens sont morts ici. Seul Dieu peut leur pardonner. À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le boom coltan. Les minerais de coltan avaient un prix très élevé et on en exploitait beaucoup ici dans le territoire. Toutes les ressources naturelles du Congo sont une malédiction, pas une bénédiction. En 1890, Joseph Conrad visite le Congo à bord de son bateau. Il rentre chez lui, écœuré par l'horreur dont il a été témoin. C'est alors qu'il écrit « Au cœur des ténèbres ». Les ténèbres n'ont rien à voir avec le Congo ou les Congolais. Ils désignent les Occidentaux qui, au cours du règne du roi belge Léopold, ont soumis à l'esclavage et brutalisé les Congolais pour récupérer du caoutchouc et de l'ivoire. Ils ont bâti un empire pour le roi Léopold en tuant près de 10 millions de Congolais, soit la moitié de la population. L'auteur a décrit ce qu'il a vu comme étant la plus infâme ruée sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine. Cette citation est toujours d'actualité. Un vent de changement souffle sur le Congo belge, alors que le drapeau de la Belgique disparaît de Léopoldville. Le Congo obtient son indépendance en 1960. Mais les Occidentaux ne sont pas prêts à abandonner leur royaume africain, ou pire encore, à le laisser aux mains des Soviétiques. Les dirigeants des États-Unis et du Congo font assassiner le premier ministre congolais fraîchement élu, Patrice Lumumba. Son corps est démembré et désintégré dans de l'acide. Ils ont coupé son corps en morceaux, puis l'ont brûlé. Ils ont utilisé de l'acide. Les Occidentaux placent à la tête du pays le dictateur Mobutu Sese Seko. Il renomme son pays le Zaïre et le dirige pendant 30 ans en tant qu'allié des Occidentaux. C'était très clairement une crapule, mais c'était notre crapule. Mobutu considérait le Congo et ses ressources comme un coffre-fort personnel. Il a volé de l'argent aux sociétés minières qui appartenaient à l'État, aux agences de douane. Il a volé tout ce qui pouvait lui rapporter des bénéfices et n'a rien investi dans son pays comme il aurait dû le faire. Il n'a investi que dans ses projets personnels. En s'appropriant les ressources du Congo, Mobutu Sese Seko s'est construit un empire de plus de 3 milliards d'euros, alors que la population mourait de faim.
Aujourd'hui encore, la pauvreté demeure. Pourtant, les ressources minières congolaises valent des milliers de milliards d'euros. Afin de mieux comprendre la situation au Congo, il faut diviser le pays en deux catégories. C'est dans la province de Katanga, au sud du Congo, que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit 2 des minerais les plus précieux au monde. C'est ici qu'ils bâtissent leur fortune. On utilise le cobalt pour fabriquer l'armement essentiel au département américain de la défense. L'Est du Congo, aujourd'hui surnommé le trésor géologique, regorge des minerais nécessaires à la prospérité de nos avancées technologiques. Le tungstène, l'étain, le tantal et l'or. Puisque nous développons de plus en plus la technologie mobile, nous continuerons à utiliser les ressources du Congo tant que nous ne changerons pas notre façon de vivre. Le sud du Congo est pillé par les multinationales et les groupes armés pillent l'est du pays. Certains sont étrangers, d'autres pas. Leur identité est de plus en plus confuse et leur objectif de moins en moins clair. Ce qui est limpide, en revanche, c'est que leur source financière principale provient des minerais de l'Est du Congo. De plastique. Les groupes armés volent tout ce qu'ils peuvent. Les ressources les plus importantes et les plus lucratives de l'Est du Congo, ce sont les minerais. Comment maintenir une armée de 2000 hommes sans avoir à les nourrir, sans leur offrir d'uniformes, ni de soins médicaux? Ils viennent et ils s'approprient les terres qui sont riches en minerais. Ils ont des armes et pas nous. C'est vrai, c'est une vérité. Il y a des Horans, des officiers du Horan qui ont déjà des creuseurs. Et à l'instant même, je vous informe, malgré que la loi a été promulguée interdisant l'exploitation des minerais. Mais l'exploitation continue. Avant, on avait une belle vie. Une très belle vie. Et depuis qu'ils sont arrivés, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, on ne fait que souffrir. La vie n'est que souffrance. Tous les jours. L'impact est très grand. La présence des groupes armés dans cette partie du pays a un impact très négatif sur les populations de l'Est. Ils vont voler les récoltes de paisibles citoyens, de paisibles paysans, et c'est la catastrophe. D'autres se rabattent sur les jeunes filles et les femmes, jusqu'aux vieillards, pour assouplir les appétits sexuels. C'était un vendredi, vers 16h. On a vu des soldats. Hello, you can watch the TV. Leave me alone. Et puis, ils sont revenus plus tard. Ils ont pris toutes les femmes et ils les ont Yeah, violées. because you don't care about the black, the killing. You don't care? Ils sont passés au village suivant. For you to have all this technology, Je ne it's pourrais coming même pas from dire combien Congo. d'hommes m'ont violée. J'étais presque morte. Au moment où je vous parle, mon clitoris, mon sexe et mon abdomen me font terriblement souffrir. They rape all the women, they rape children, they rape est l'une des pires everything. armes utilisées dans cette You are guerre happy. pour terroriser et détruire les communautés. No, no, it's never happened to you. Never. You are happy. On s'est mis à courir. Les coups de feu provenaient des buissons.
Même les soldats n'avaient nulle part où se cacher. Ils couraient comme nous. Puis, j'ai vu un soldat devant la fenêtre. Il a pointé son arme sur moi. Il a pointé son arme sur moi, après que la caméra en sortait. Ensuite, il a fait ce qu'il voulait de mon corps. Puis un deuxième est arrivé, puis un troisième, un quatrième et un cinquième. Puis l'incendie s'est déclaré. On était encerclés par les flammes. J'ai pris mes enfants avec moi, et quand je me suis approchée de la porte, l'un d'entre eux avait disparu. Avant 1996, le mot viol n'existait dans aucune des langues parlées au Congo. La guerre a commencé en 1996. C'est là qu'a véritablement commencé la tragédie congolaise. Tous ces Seseko. Le président Clinton a alors envoyé un ambassadeur de l'ONU, Bill Richardson, pour transmettre le message à Mobutu. Le gouvernement américain m'a demandé d'aller voir le président Mobutu et de lui dire: Monsieur le Président, nous ne vous soutiendrons plus. Nous voulons que vous quittiez le pays. Il m'a alors regardé et il m'a dit: Vous savez combien j'ai soutenu les États-Unis? Et j'ai dit: Oui, je sais. Les États-Unis et la communauté internationale ont découvert une nouvelle classe de dirigeants africains. Il semblait clair qu'à partir de cet instant, ils allaient tous soutenir Kabila et le hisser à la tête du pays. J'ai rencontré Kabila plusieurs fois. Il m'aimait bien. On s'entendait bien. Je lui ai dit: Vous voulez avoir une bonne relation avec les États-Unis? Nous cherchons la paix. Nous aimerions vous aider. Si vous êtes un réformateur, si vous instaurez la démocratie et que vous respectez les droits de l'homme, alors nous vous aiderons. À la fin de la guerre froide, les États-Unis n'avaient plus besoin de Mobutu. Ils ont alors demandé au Congo de l'évincer. Bien que la FDL avançait rapidement, elle a vite dû trouver une source financière afin de s'emparer de la capitale Kinshasa. Kabila m'a demandé: Est-ce que Bill Clinton peut me prêter 100 millions de dollars? Et c'est là que j'ai compris qu'il ne connaissait absolument pas le processus politique. La FDL était en train d'essayer de réunir de l'argent. Et au Congo, ce qui peut rapporter beaucoup, ce sont les exploitations minières. Afin de financer la guerre, la FDL s'est directement dirigée vers la région de Katanga, qui regorge de cuivre et de cobalt. L'élément essentiel de cette histoire, c'est que Katanga est et a toujours été au centre du conflit congolais, tout simplement parce que c'est là que se trouve l'argent. La véritable richesse minière du Congo se trouve à Katanga. C'est ici qu'ils se font énormément d'argent. C'est dans la province de Katanga que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit 2 des minerais les plus précieux. L'agence américaine de logistique de la défense, qui dispose d'un département sur les minerais, a classé le cobalt dans son top 10. Beaucoup de gens sont venus ici pour se faire de l'argent pendant la guerre, et ils ont réussi. Maintenant que les troupes rebelles de Laurent Kabila contrôlent toutes les régions riches en minerais du pays, les grandes entreprises comme American Mining Field Corporation profitent de l'agitation politique pour passer leur marché. Ils signent des accords avec les rebelles pour obtenir du cobalt, du zinc, du cuivre et des diamants. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Anfi qui est arrivé, il y a le Blonding qui est arrivé, il y a Anvil Mining, ce sont les Australiens qui sont arrivés, et nous avions un groupe canadien qui est arrivé aussi, ça se passe. On était en guerre et tous les marchands d'armes en ont profité pour venir prendre des minéraux, mais c'était à vivre. 1996, c'était vraiment le bon moment pour venir au Congo.
Il y avait beaucoup d'argent à se faire, alors tout le monde s'est rué là-bas. Les dirigeants d'American Mineral Fields tentent par tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces du nouveau régime. Je crois que l'un des exemples les plus parlants, c'est celui de Jean-Raymond Boule. Il travaillait pour American Mineral Fields. Il a voyagé jusqu'à Katanga avec son jet privé, il s'est d'ailleurs posé dans la ville de Kabila, et il a réussi à acheter une énorme exploitation minière. Nous avons laissé notre avion à disposition pour certains dirigeants de l'Alliance. Ils ont offert 5 millions de dollars à la FDL avant même d'arriver à Kinshasa. C'était en avril 1997, je crois, soit un mois avant leur arrivée à Kinshasa. Ils faisaient des affaires avec le gouvernement des rebelles, alors que le gouvernement officiel était encore au pouvoir. C'est comme ça que les multinationales fonctionnent. On négocie avec le gouvernement au pouvoir ou avec celui qui y sera bientôt. C'est comme ça que ça marche. Ce qui n'est pas passé inaperçu, c'est que le siège d'AMF se trouvait à Hope en Arkansas, qui n'est autre que l'État où est né le président Bill Clinton. Le fait que le siège de cette entreprise se trouvait à Hope, en Arkansas, dont personne n'avait jamais entendu parler, excepté à cause de son lien avec Bill Clinton, n'a fait que renforcer l'idée que tout était lié aux États-Unis et que les Américains donnaient tout simplement leur autorisation pour envahir le pays et mettre Laurent Kabila au pouvoir. C'était une conspiration. La première entreprise à avoir passé un marché avec Kabila était American Mineral Fields. Mais cela a échoué, n'est-ce pas? Oui, mais ils lui ont quand même donné beaucoup d'argent. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'à l'époque, la FDL avait besoin d'argent et ils voulaient s'acheter des armes. Les attaques de la FDL ciblaient principalement les réfugiés à l'est du Congo. Nous allons attaquer ces camps et expulser tout le monde, peu importe ce que dit la communauté internationale. Est-ce que nous savions que l'AFDL massacrait les gens qui vivaient dans ces camps? Oui, en effet, nous en avions entendu parler plusieurs fois. Et nous savions aussi que nous ne pouvions rien faire pour empêcher cela. Je ne dis pas qu'il faut accepter les choses, mais il faut simplement être réaliste. C'est ça la guerre. Le plus dur dans tout ça, pour les gens comme moi, et pour tous ceux qui s'impliquaient à l'époque pour défendre les droits de l'homme au Congo, et qui croyaient vraiment qu'on allait enfin réussir à mettre en place une démocratie dans ce pays, c'est que le mouvement démocratique congolais n'a reçu aucun soutien. Personne n'a voulu créer d'alliance avec l'opposition, comme l'Église catholique et les autres forces qui étaient pourtant si importantes à l'époque, et qui auraient pu permettre de construire une démocratie au Congo. Les États-Unis n'ont absolument rien fait pour que cela arrive. Le 17 mai 1997, les soldats de la FDL envahissent Kinshasa. Laurent Désiré Kabila est alors proclamé président de la République démocratique du Congo. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Nous avions nos propres objectifs en tant que Congolais, et eux, ils avaient les leurs. Mais à ma connaissance, ils ne se sont pas servis de nous. En fait, je crois que nous sommes servis d'eux. Depuis l'invasion de 1996, l'Est du Congo n'a jamais retrouvé la paix. On estime que plus d'1,5 million de personnes sont mortes au cours des attaques de la FDL. Environ 400 000 personnes ont été tuées dans les camps de réfugiés. Cette région autrefois paisible est désormais rongée par des forces armées sans foi ni loi. À partir de ce moment, on voyait des cadavres partout qui jonchaient les rues et tout le monde s'en fichait. Les gens s'entretuaient comme si c'était normal. Je crois que c'est à cet instant que les Congolais ont été pervertis, surtout à l'Est. L'une des forces armées les plus violentes de l'Est du Congo a été fondée par certains survivants du massacre des camps de réfugiés, ainsi que des descendants des victimes du génocide au Rwanda. Ils se font appeler le FDLR,
les forces démocratiques de libération du Rwanda. Le FDLR est une menace pour nous. Ils contrôlent nos vies et décident de notre mort. Les femmes qui s'approchent de la ville de Ntoto se font violer. Elles se font violer dès qu'elles se trouvent sur le chemin des soldats du FDLR. J'ai beaucoup de problèmes à cause de ma famille. Pourquoi? Ma famille est morte. Mon père est mort. Il est mort? Oui. Où ça? Au Congo. Les nuits sont longues. Et le bruit des bombes qui éclatent m'empêche de dormir. Même quand on est très jeune ici, on doit apprendre à manier les armes. Du coup, on ne pense qu'à ça toute la journée. Et on se rend compte que sur une famille de 40 personnes, on est le seul survivant. Le seul. turakwinginze kugira ngo tugende imbere n'inyuma nitunesha urugamba tukagaruka amahoro kandi tukabona utuneshereje ukaduha igihugu cyacu tuzagushima tuguhimbaza ni kubwawe Yesu Kristo amen. Je suis né et j'ai grandi dans cette partie du pays. Je n'avais jamais entendu parler du coltan. Mais quand l'industrie de l'électronique s'est intéressée de plus en plus à ce minerai, alors on a connu le boom du coltan. Au début des années 2000, les ventes d'appareils électroniques explosent. Au même moment, Sony dévoile sa très attendue PlayStation 2. La demande croissante des consommateurs pour ce produit engendre alors une véritable pénurie de coltan. Son prix passe de 100 à 300 $ le kilo. Évidemment, tous ceux qui connaissaient la valeur de ces minerais se sont jetés sur les exploitations minières. L'augmentation du prix du coltan coïncide avec la deuxième invasion de l'Est du Congo par le Rwanda, allié des États-Unis. Cette invasion est dirigée par le groupe rebelle RCD. Les Rwandais ont créé le RCD. Je dis créé parce qu'en fait, les Rwandais ont rassemblé plein de monde à Kigali et leur ont dit « Vous allez créer un mouvement rebelle ». Ce n'était pas du tout un mouvement congolais. La communauté internationale n'a absolument pas commenté cet événement. Personne ne voulait admettre que le Rwanda était en train d'envahir le Congo. À ce moment-là, les États-Unis n'arrivaient même pas à envisager que leurs alliés se battaient uniquement pour l'argent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les Rwandais, les services de sécurité et l'élite politique étaient impliqués dans l'exploitation des ressources du Congo. Sony a gagné plus de 220 millions d'euros le jour du lancement de la PlayStation 2. À cause de la guerre au Congo, 1,7 million de personnes sont mortes. Qui devrait entraîner une armée professionnelle?
Capable de protéger notre peuple, de protéger nos frontières. C'est déplorable que le Congo n'ait jamais eu aucun responsable capable de mettre en place un état de droit ou de le restaurer. Dis à cet homme blanc de nous rapatrier rapidement, ou ce pays ne connaîtra jamais la paix. Tant que le FDLR sera là, il n'y aura jamais la paix, jamais. Il ne filme pas. La lumière est éteinte. Peu de temps après, des soldats du FDLR ont attaqué le village de Bunakara. Ils ont tué 31 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Je tiens à affirmer que je consacrerai toutes mes forces à ce que ce beau et grand pays retrouve la paix et l'unité. Le pays bénéficie de toutes ces richesses, a besoin d'un leadership politique avéré, qui a les talents, qui a les compétences et qui a la détermination de faire avancer les choses. La gestion rationnelle de tout ce que l'Éternel, le beau Dieu, a mis à la disposition de l'humanité congolaise. Le gouvernement a une part de responsabilité dans cette histoire. C'est vrai que le Congo est un pays riche. On a tout. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais nos dirigeants ne veulent pas améliorer nos conditions. Par exemple, dans notre pays, il n'y a pas de travail. Ils sont censés attirer les entreprises pour qu'on ait du travail. Les Congolais devraient avoir une vie meilleure. On manque d'argent, de routes, d'eau potable. C'est stupéfiant. Ça a toujours été comme ça. Je pousse mon chariot parce que j'ai pas de travail. Si j'en avais un, je perdrais pas mon temps à faire ça. Vous voyez comme je transpire. En plus, je gagne très peu d'argent, à peine de quoi me nourrir. Si j'avais un bon travail, je ferais jamais ça. Ça sert à rien. Il est temps que le président du Congo prenne ses responsabilités. Oui, il est temps que les Congolais puissent comprendre que il faut en découdre avec Kabila. Il est temps que les Congolais puissent comprendre qu'il ne faut pas être derrière des opposants politiques. Mais sauvons le Congo pour le bien de tous les Congolais, tout le peuple congolais. Et non, sauvons certains individus des partis de l'opposition, mais opposition du ventre. Il n'est pas question, c'est sauvons la nation, sauvons le peuple. Debout pour le peuple congolais, oui, debout pour ce peuple. Il faut donner ce peuple un charisme d'ampleur. Ce peuple, il faut les faire sortir du gouffre. Mais c'est avec des messages véridiques, des messages tranchants, des messages là où il n'y a pas de sketch. Parce que peuple congolais, allumez le feu dans tout Kinshasa, c'est vous débarrasser de la dictature, d'être des esclaves. Parce que un pays immensement riche, qui égorge immensement toutes sortes de minerais, et vous souffrez, est-ce que c'est juste? Non. Il faut la révolution. Mais pour que cette révolution arrive, il faut que ceux qui vous encouragent dans la bêtise, ceux qui envoient de l'argent à Kinshasa, à partir de Western Union, arrêtent de vous envoyer Western Union afin que vous puissiez vous lever. Parce que ceux qui vous envoient de l'argent, au fait, en Europe,
aux États-Unis et ailleurs, des Congolais qui vous envoient de l'argent. Ils vous entêtent de rester dans la misère à laquelle vous vous trouvez et ils encouragent Kabila de continuer à être là et de continuer à vous tuer. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Est-ce qu'un Félix Tshisekedi, est-ce que, à l'époque quand son père était là, est-ce que Félix Tshisekedi parlait des femmes violentées sexuellement au Kivu? Est-ce que Félix Tshisekedi parle des morts en RDC? Est-ce qu'il parle des femmes violentées sexuellement? Est-ce qu'il parle des enfants abusés sexuellement? Est-ce qu'il parle des enfants qui travaillent dans des mines du cobalt, dans les mines du coltan? Non. Vous voyez, opposants du ventre. Il faut se dégager des opposants du ventre, coûte que coûte. Peuple congolais, seul que la lutte qui libère. Voyez le charisme que Patrice Lumumba avait. Hein? Le charisme de Patrice Lumumba. Moi, le tiers africain, hein? J'ai plus de 900 000 charismes efficaces. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, personne ne peut jouer avec moi. Personne. En 2014, l'Africa Progress Panel publie un rapport dénonçant la vente des concessions minières de Katanga par les dirigeants congolais. Dissimulée derrière un contrat plus qu'équivoque, cette vente aurait pu rapporter des milliards d'euros au peuple congolais. Le Congo perd bien plus d'argent à cause des marchés passés sur les exploitations minières de Katanga qu'il n'en perd à cause du conflit sur les minerais dans la région de Kifa. Qu'est-ce vont enrichir d'autres pays tant que nous, dans le village, nous sommes pauvres? Quand nous voyons les tracts défiler ici avec des matières pour aller enrichir les États-Unis d'Amérique, la Belgique, cela ne nous arrange pas. Actuellement, il y a plus de 25 multinationales qui exploitent les mines de Katanga. Dites-nous ce que vous faites et qui vous êtes. Je suis un réalisateur américain et je fais un documentaire sur l'exploitation minière au Congo. Nous avons reçu la permission de la société Gécamine, du responsable de la province de Katanga. C'est d'ailleurs le ministre de la province. Eh bien, vous n'avez pas ma permission. Qui êtes-vous et pourquoi aurais-je besoin de votre permission? Je suis le maître d'ouvrage. D'où vient votre société? Du Canada. Du Canada, ok. Katanga, c'est une province qui est très riche. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais m'adresser à certains Congolais qui sont au Canada de Brazzaville, qui sont en train de dire que les Canadiens sont bien. Vous avez entendu? Là, en RDC, au Katanga, il y a des entreprises canadiennes. Est-ce que vous voyez? Donc, je ferai une vidéo. J'ai besoin d'abord de certains éléments pour attaquer ceux qui sont au Canada. Les Congolais qui vivent là-bas de Brazzaville, qui ont la grande bouche. Je ferai une vidéo tout à l'heure sur eux. Tout à l'heure. Bon, donc là, les minéraux de la RDC, un pays immensement riche, mais le peuple n'en profite pas. Le peuple souffre. Je vous montrerai tout à l'heure un reportage là où les femmes sont prises comme prisonnières dans des hôpitaux parce qu'elles ont mis au monde. Et leurs maris n'ont pas d'argent pour payer. Mais est-ce que c'est normal? Non. La RDC, pays immensement fortuné, mais le peuple vit dans des conditions déplorables. Où va le Congo RDC? Est-ce que vous avez besoin toujours de voir l'homme blanc comme un dieu? Parce qu'il y a des parents africains, quand ils voient l'homme blanc en Afrique, ils le regardent et ils tremblent. Ils se disent que c'est Dieu. Non, non, non.